Bienvenue sur cette deuxième vidéo de notre série Derniers résultats, où nous allons vous présenter un article que nous venons de publier, dont voici la référence exacte. Nous vous donnons également un lien vers le texte intégral en langue anglaise de cet article, ça c'est dans le descriptif YouTube. Et donc c'est un article qui concerne la mise au point de SI-ARN dirigés contre le virus SARS-CoV-2. Parce que notre laboratoire est spécialisé dans les petits ARN répresseurs, en biologie fondamentale, mais nous nous sommes dit que puisque nous connaissons très bien le mécanisme d'action de ces petits ARN répresseurs, il serait peut-être possible de les dresser contre le virus SARS-CoV-2. Et donc dans l'article que nous allons vous présenter tout de suite, nous mettons à profit notre expertise sur ces petits ARN pour essayer de proposer des SI-ARN à visée thérapeutique contre le Covid-19. Avant de commencer, voici un petit bilan des soutiens financiers qui nous ont permis de mener ce travail, et également un bilan des soutiens non financiers. Alors ce projet concerne un processus qu'on appelle l'interférence à ARN. L'interférence à ARN, c'est un mode de répression des gènes qui est très conservé dans le monde vivant chez les eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont en particulier les animaux, les plantes, les champignons, mais également de très nombreuses autres espèces. Alors dans ce processus, dans l'interférence ARN, de petits doubles brins d'ARN, donc des doubles hélices d'ARN, deux ARN complémentaires l'un à l'autre en séquence, donc ces petits ARN qu'on appelle des SI-ARN, petits ARN interférents, sont responsables de la répression spécifique de certains gènes. Les SI-ARN sont d'abord chargés sur une protéine de la famille AGO, et l'un des deux brins du SI-ARN est dégradé. Donc celui qu'on avait ici représenté en rouge qui est dégradé, il reste que celui qu'on avait représenté en bleu. Ensuite, ce complexe entre la protéine AGO et le petit ARN guide, ici représenté en bleu, vient reconnaître des ARN cibles, qui sont complémentaires en séquence au petit ARN guide. Et si la complémentarité est suffisamment bonne entre le petit ARN guide et l'ARN cible, et également si la protéine AGO possède les bonnes activités catalytiques, alors l'ARN cible sera dégradée par un processus très efficace, un processus de clivage de l'ARN cible. Donc on le voit dans l'interférence ARN, les ARN cibles sont clivés, ils sont détruits. Ce processus est très efficace et donc ça permet de réprimer des gènes cibles spécifiques. Donc ça, c'est un processus naturel qui participe à la répression des gènes dans les organismes, mais également, il peut être mis à profit en laboratoire, et donc depuis plus de 20 ans, cette méthode est très utilisée pour réprimer spécifiquement des gènes sur lesquels on cherche des informations. Par exemple, vous avez ici plusieurs gènes, chacun est transcrit dans son ARN messager. On s'intéresse au gène numéro 3, on aimerait pouvoir voir quelles sont ses fonctions. Eh bien, l'interférence ARN permet de réprimer spécifiquement le gène numéro 3 en provoquant la dégradation de son ARN messager. Donc avec des SI-ARN spécifiquement dirigés contre la séquence de l'ARN messager du gène 3, on peut réprimer le gène 3 et pas les autres, et donc voir quels sont les défauts qui en résultent. Donc ce mode de répression des gènes, qui est donc naturel, mais qui est également utilisé artificiellement en laboratoire, il est très bien étudié donc depuis une bonne vingtaine d'années, et maintenant le mécanisme biochimique de l'interférence ARN est décrit très précisément. Et donc puisque maintenant on comprend très bien le mécanisme de l'interférence ARN, eh bien on peut, avec une grande efficacité, choisir des séquences de SI-ARN qui seront très efficaces contre des gènes qu'on souhaite cibler. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, au début de l'épidémie de Covid-19, de développer des SI-ARN dirigés contre les gènes du virus SARS-CoV-2. Alors bien entendu, pour ça, il faut disposer de la séquence du génome du virus, mais par chance, au cours de cette épidémie, le séquençage des variants a été très efficace, et vous avez ici le nombre de variants du SARS-CoV-2 qui ont été séquencés à partir de donneurs humains et déposés dans la banque de données GISAID. Donc GISAID, c'est une banque de données internationale qui a regroupé comme ça les séquences des variants du SARS-CoV-2. Et donc vous voyez ici sur une échelle logarithmique sur l'axe des ordonnées, donc ça croît très vite, et spécialement au cours de l'année 2020, on a très vite disposé d'une très grande collection de séquences de variants du SARS-CoV-2. Et donc, puisqu'on disposait d'énormément de séquences de variants du virus, on a pu ensuite les comparer. Et ce qui est représenté ici, c'est le résultat d'une comparaison de 100 échantillons aléatoires de 100 variants chacun du virus. Et donc, pour chacun, on a évalué la conservation des séquences parmi les 100 variants dans l'échantillon. Donc, c'est ce qui est représenté sur l'axe des ordonnées ici, la conservation parmi les variants. Sur l'axe des abscisses, c'est la coordonnée le long du génome du virus. Donc, le génome du virus fait à peu près 30 000 nucléotides de long, avec différents gènes viraux qui sont représentés ici en rouge et bleu sous le graphique. Et donc vous le voyez, donc en ordonnée, donc vous avez le pourcentage d'identité. Il y a certaines positions sur le génome du virus qui sont très conservées, donc un pourcentage d'identité proche de 100%, et certaines régions, comme celle qui est entourée ici en rouge, certaines régions qui sont beaucoup moins conservées, donc vous avez des régions qui sont variables entre les variants du virus. Nous, si on veut développer des SI-ARN dirigés contre le virus, on a intérêt à ce qu'ils ciblent un maximum de variants, et donc on va éviter ce genre de régions qui sont variables. Donc on va plutôt cibler les régions dont l'identité est proche de 100%. La logique derrière tout ça, c'est que évidemment, on veut des SI-ARN qui soient efficaces contre les variants déjà existants du virus, mais également les séquences qui sont les mieux conservées parmi les variants existants sont également les séquences qui sont sous la plus forte contrainte, qui les empêchent de muter.
Et donc si ces séquences ont peu muté jusqu'ici, il est également peu probable qu'elles mutent facilement dans le futur. Donc en ciblant par nos SI-ARN des séquences qui sont très conservées parmi les variants passés, on maximise également nos chances que nos SI-ARN restent actifs également contre des variants futurs, puisqu'ils ciblent des régions qui peuvent difficilement muter sans compromettre la propagation du virus. Alors maintenant, comment choisir la séquence d'un SI-ARN donné contre une séquence cible donnée? Je vous disais tout à l'heure qu'on connaît très bien le mécanisme biochimique de l'interférence ARN. Eh bien, on sait notamment que la région la plus importante dans le brin guide du SI-ARN pour la reconnaissance et la fixation de l'ARN cible, c'est ce qu'on appelle la graine, qui est représentée ici en orange. Et même de façon un peu plus efficace, la graine étendue, donc un nucléotide plus long, donc les nucléotides 2 à 8, qui constituent donc la graine étendue du brin guide du SI-ARN, ont besoin d'être parfaitement complémentaires de leur ARN cible pour se fixer efficacement sur l'ARN cible. En revanche, le nucléotide numéro 1, qui est ici représenté en gris, celui-là n'a pas besoin d'être complémentaire à son ARN cible. En fait, même s'il est complémentaire en séquence au nucléotide qui se trouve en face de lui sur l'ARN cible, il ne va pas établir de liaison avec ce nucléotide parce que le premier nucléotide du brin guide est masqué dans une poche à l'intérieur de la protéine AGO. Donc ce nucléotide numéro 1 n'a pas besoin d'être complémentaire de l'ARN cible. Une autre région particulièrement importante fonctionnellement dans le brin guide du SI-ARN, c'est la région centrale, qui est ici entourée en bleu. Cette région a besoin d'être parfaitement complémentaire à cette ARN cible pour que la réaction de clivage ait lieu, donc la réaction de dégradation très efficace de l'ARN cible. Si jamais il y a des mésappariements entre cette région centrale et l'ARN cible, la réaction de clivage sera inhibée, voire éventuellement totalement empêchée. Mais dans ce cas, l'ARN cible sera quand même réprimée, mais par d'autres mécanismes qui sont moins efficaces. Donc nous, qui souhaitons réprimer efficacement l'ARN cible, nous allons nous assurer que la région centrale est parfaitement complémentaire de son ARN cible. Donc ça, c'est ce qui concerne donc finalement les nucléotides 2 jusqu'à 14, la graine étendue et la région centrale, qui doivent être parfaitement complémentaires de l'ARN cible. En revanche, le reste de la séquence du brin guide n'a pas besoin d'être aussi parfaitement complémentaire. En fait, le reste de la séquence est beaucoup plus tolérante aux mésappariements. On peut avoir des mésappariements entre les positions 1 et les positions 15 jusqu'à la fin du SI-ARN, sans que ça compromette l'efficacité du SI-ARN. Il y a là-dedans également une région qui est assez importante, c'est le dernier nucléotide du brin guide, qui est ici représenté en vert. Alors celui-là, c'est même assez utile qu'il soit même mésapparié par rapport à l'ARN cible. On s'aperçoit que ça facilite le relargage du produit de clivage et donc l'efficacité à long terme du SI-ARN, qui pourra plus rapidement aller guider le clivage d'autres molécules de cible. Et également, mésapparier ce dernier nucléotide du SI-ARN par rapport à la cible semble augmenter la persistance du SI-ARN dans la cellule, semble améliorer sa stabilité. Donc là aussi, on va chercher, nous, à mésapparier ce dernier nucléotide vis-à-vis de l'ARN cible, de manière à augmenter l'efficacité à long terme du SI-ARN. Donc voici finalement la liste de critères qu'on a décidé de suivre. D'une part, on a cherché les 13 mères dans le génome viral qui sont très conservés parmi les variants. D'autre part, on s'est assuré également qu'ils étaient accessibles structurellement parce que si l'ARN du virus se replie sur lui-même, en général, ces séquences qui sont impliquées dans des structures sont peu accessibles au SI-ARN. D'autre part, nous avons optimisé les séquences de nos SI-ARN parce que dans un duplex de SI-ARN, donc il y a deux brins d'ARN, l'un des deux sera le brin guide de la protéine AGO, l'autre sera dégradé. Il y a différents mécanismes biochimiques qui permettent de garantir l'asymétrie entre les deux brins. Enfin, nous avons cherché à minimiser le nombre de gènes humains fortuitement reconnus par la séquence de nos SI-ARN. Bon, il y a peu de risques qu'un gène humain présente une complémentarité parfaite à l'intégralité de la séquence du brin guide d'un SI-ARN. En revanche, ils pourront présenter des complémentarités partielles et notamment des complémentarités à la graine étendue du brin guide, ce qui pourra permettre une répression qui sera moins efficace que la répression par clivage dont on a parlé, mais qui sera quand même une répression et qui pourrait provoquer des effets secondaires par la répression de ces gènes humains. Et donc, nous avons minimisé le nombre de gènes humains reconnus par les SI-ARN que nous avons sélectionnés, et plus précisément, nous avons minimisé le nombre de gènes haplo-insuffisants humains reconnus par nos SI-ARN, les gènes haplo-insuffisants étant connus pour être particulièrement fonctionnellement sensibles à de petites répressions de leur niveau d'expression. Donc à l'issue de toutes ces analyses, nous avons pu classer les différents candidats SI-ARN en fonction d'une part du nombre de variants viraux qu'ils ne réussissent pas à reconnaître correctement, donc c'est ce qui est représenté ici sur l'axe des abscisses. Donc on cherche à minimiser ce nombre, donc on va plutôt s'intéresser aux candidats SI-ARN qui se trouvent sur la gauche du graphique. Également, pour chaque candidat SI-ARN, on a évalué le nombre de gènes humains haplo-insuffisants, donc assez sensibles à une petite répression, et qui pourraient être fortuitement ciblés par nos SI-ARN. Donc là aussi, on cherche à minimiser ce nombre. Donc ce qui va nous intéresser ici, ce sont les SI-ARN qui se trouvent en bas à gauche de ce graphique.
Donc ceux qu'on a sélectionnés, c'est ceux qui sont représentés ici en bleu, on en a sélectionné 8. Et donc vous avez sous le graphique la séquence des 13 mères viraux ciblés par ces SIARN. Et là sur la droite, vous avez les séquences des duplex SIARN, donc ces petits doubles brins d'ARN qu'on a optimisés contre chacun de ces 13 mères. Donc ça, ce sont les 8 candidats SIARN qu'on a optimisés par notre approche bioinformatique et dont il a fallu ensuite vérifier l'activité expérimentalement. Nous avons testé nos SIARN dans 2 lignées cellulaires, d'une part les Vero E6, qui ont l'inconvénient d'être des cellules de rein de singe, mais qui ont l'avantage d'être très sensibles au SARS-CoV-2. Quand elles sont infectées, le virus les tue, ce qui permet de suivre l'activité virale en mesurant la viabilité cellulaire. D'autre part, la lignée A549, qui dérive de cellules pulmonaires humaines, mais il a fallu les rendre transgéniques pour qu'elles expriment le récepteur ACE2, qui les rende également sensibles au virus. Nous avons d'abord vérifié que nos SIARN ne sont pas toxiques pour les cellules. Nous avons transfecté chaque SIARN dans les cellules et vérifié la viabilité cellulaire 72 heures après. Autant dans les Vero E6 que dans les A549, la transfection de 20 nanomolaires de SIARN ne provoque pas de mortalité cellulaire. Pour le SIARN numéro 6 dans les Vero E6, nous détectons même une augmentation significative du nombre de cellules. Ensuite, pour évaluer l'efficacité des SIARN contre le virus, nous avons transfecté chaque SIARN dans des cellules qui ont été ensuite infectées par le SARS-CoV-2. Nous avons ensuite mesuré l'accumulation du virus en quantifiant l'ARN viral. Dans chacune des 2 lignées cellulaires, les SIARN 1 et 7 sont peu actifs. Par contre, les 6 autres SIARN provoquent une répression forte et significative de l'accumulation de l'ARN viral. Dans le cas des cellules Vero E6 qui sont tuées par le virus, nous avons également suivi la viabilité cellulaire après transfection des SIARN et infection virale. 5 des 6 SIARN montrent également une forte activité contre le virus avec ce nouveau test. Maintenant, il y a également quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le temps de faire toutes ces expériences, bien entendu, l'épidémie progressait dans la population humaine et donc le virus continuait à évoluer. Et très précisément, donc on avait optimisé les séquences de nos SIARN au cours de l'année 2020, et c'est le 8 janvier 2021 qu'on a finalement finalisé la liste des 8 candidats SIARN qu'on a testés. On a mené les expériences au cours du printemps 2021, et ensuite on a fait une série de tests supplémentaires sur tous ces SIARN. Finalement, on a commencé à rédiger l'article pour présenter ces résultats seulement à l'automne 2022. Et donc, au cours des 20 mois qui se sont écoulés entre le moment où on a choisi les séquences des 8 SIARN à tester et le moment où finalement on a commencé à rédiger le résultat de notre étude, eh bien, au cours de ces 20 mois, le virus avait continué à se propager dans la population humaine, avait continué à muter, donc différents variants d'intérêt et des variants préoccupants étaient apparus, les variants alpha, delta, omicron en particulier, qui sont apparus au cours de cet intervalle. Et donc, il était important, quand on a rédigé notre étude, de vérifier que finalement ces SIARN qu'on avait choisis avant l'émergence de tous ces variants, que nos SIARN seraient toujours efficaces, y compris contre ces nouveaux variants qui ont émergé entre-temps. Et donc plus précisément, au moment où on avait choisi les séquences de nos SIARN, donc le 8 janvier 2021, il existait un peu plus de 300 000 variants du virus dans la base de données JSED. Au moment où on a commencé à rédiger l'article, donc le 26 septembre 2022, il y en avait plus de 13 millions, donc plus de 40 fois plus. Et comme on avait choisi des SIARN dirigés contre des séquences très constantes dans le génome du virus jusqu'en janvier 2021, eh bien sans surprise, ces régions sont également restées très constantes dans le génome du virus après janvier 2021, au point qu'en septembre 2022, nos candidats SIARN numéro 2, 3 et 6 reconnaissaient encore parfaitement les 13 millions et quelques de variants séquencés du SARS-CoV-2, y compris tous ces variants d'intérêt et ces variants préoccupants. Et les autres candidats SIARN, le candidat 4, le candidat 5 et le candidat 8, reconnaissaient la presque totalité des 13 millions de variants donc séquencés au 26 septembre 2022, donc à l'exception de quelques variants dans les lignages Delta, Omicron et Gamma. Mais ensuite, pour maximiser la couverture des variants, nous pouvons également combiner les SIARN entre eux, ce qui fait que si par exemple on combine 3 SIARN entre eux, eh bien, les variants qui seront ratés par un des SIARN seront ciblés par les 2 autres, ce qui fait que parmi nos candidats SIARN, on peut identifier comme ça 12 combinaisons de seulement 3 SIARN qui, à eux 3, peuvent reconnaître la totalité des plus de 13 millions de variants correctement séquencés en septembre 2022. Alors, ça peut sembler un petit peu curieux que choisir comme ça des SIARN en janvier 2021 contre les variants qui existaient à ce moment-là, ça nous permet de faire des SIARN qui sont encore efficaces contre des variants qui vont apparaître au cours des 18 mois suivants, et notamment tous ces variants d'intérêt et ces variants préoccupants, alpha, delta, etc.
Il y a pas de miracle là-dedans, c'est qu'en réalité, nos SIARN ciblent des régions très conservées dans le génome viral qui se trouvent toutes dans ce grand gène qu'on appelle le gène ORF1AB. C'est un gène qui est traduit sous la forme d'une très longue protéine qui sera ensuite clivée en 16 petites protéines du virus, donc notamment des protéines qui sont responsables de beaucoup d'activités enzymatiques impliquées dans la réplication du virus. Donc nos SIARN ciblent des gènes d'enzymes du virus, alors que le gène qui mute le plus dans le virus, c'est le gène de la protéine Spike, qui est ici représenté en bleu, entouré en rouge ici. Le gène de la protéine Spike, pourquoi est-ce qu'il mute tellement rapidement? Eh bien, c'est parce que cette protéine Spike, elle est exposée à l'extérieur de la particule virale, donc elle est exposée au système immunitaire. Et donc, dans la course à l'armement entre le système immunitaire et le virus, cette protéine Spike est sous une pression de sélection qui la fait muter très rapidement. Les variants qui portent des mutations sur la protéine Spike sont avantagés par rapport aux autres puisqu'ils sont moins bien reconnus par le système immunitaire qui a été entraîné contre les protéines Spike précédentes. Donc cette protéine Spike, son gène est très variable parmi les variants. Et ça, on peut le remarquer par exemple quand on compare les variants du lignage Omicron entre eux. Vous avez ici, donc sur l'axe des abscisses, la longueur de chacune des protéines du virus, et sur l'axe des ordonnées, le nombre de substitutions d'acides aminés observées dans ces protéines. Et donc il y a une protéine qui sort clairement du lot, c'est cette protéine Spike, qui a énormément de substitutions étant donné sa longueur. La protéine Spike qui est représentée ici en vert. Donc cette protéine mute énormément parce qu'elle est sous une pression de sélection positive imposée par le système immunitaire. Alors que les régions du gène ORF1AB qu'on a ciblées par nos SIARN, donc ce sont les régions qui permettent la production de la protéine POL, L et NSP8, ces régions-là mutent beaucoup moins fréquemment puisque les protéines qu'elles produisent ne sont pas exposées au système immunitaire. Et donc c'est un avantage supplémentaire de l'approche par SIARN. Les SIARN permettent de cibler des gènes qui codent des protéines internes à la particule virale et donc des protéines qui mutent très rarement en comparaison de la protéine Spike. Et donc en conclusion, l'approche que nous avons décrite permet de développer des SIARN simplement à partir de l'information d'une base de données de séquences de variants du virus. Et ça c'est quelque chose dont on s'est aperçu au cours de l'épidémie de Covid-19, c'est que les séquences des variants ont été très vite disponibles. En fait, dès janvier 2020, avant que l'épidémie n'arrive en Europe, on disposait déjà de plusieurs séquences de variants du virus. Et donc c'est une information qui a été très vite disponible et il faut s'attendre à ce que dans de potentielles futures pandémies virales, ce genre d'information soit également rapidement disponible. Et donc ce qui permettrait de rapidement développer de nouveaux SIARN contre de potentiels nouveaux virus. Dans notre approche, donc, nous avons proposé 8 SIARN. 6 sur les 8 sont très efficaces dans un système simplifié de culture cellulaire, le système ex vivo. Nous avions pris soin de cibler par nos SIARN des régions très constantes parmi les variants viraux connus en janvier 2021, mais ces régions sont restées également constantes dans les 20 mois qui ont suivi, et donc malgré 20 mois de propagation supplémentaire dans la population humaine, malgré 20 mois de mutation supplémentaire, nos SIARN sont restés très actifs, y compris contre les nouveaux variants qui ont émergé dans l'intervalle. Le grand problème avec les SIARN, c'est qu'il faut pouvoir les adresser in vivo dans les bons organes cibles. Ça, c'est quelque chose qui est encore très mal maîtrisé, ce qui fait que les SIARN sont encore très peu utilisés en clinique. Pour le moment, il n'y a que 5 SIARN qui sont utilisés en clinique et toujours pour cibler des gènes dans le foie, parce que c'est là que se concentrent les SIARN qui sont injectés en intraveineuse. Mais des méthodes sont en cours d'amélioration, notamment pour délivrer des SIARN sur l'épithélium pulmonaire. Donc c'est typiquement le genre de cellules qu'il faut cibler en cas de maladie respiratoire. Il y a notamment des collègues taïwanais qui ont mis au point eux-mêmes leurs propres SIARN et qui ont réussi à les administrer à des souris par une approche de nébulisation, donc en faisant respirer aux souris une nébulisation de solutions de SIARN. Donc ce sont des choses qui sont en cours de développement. On peut espérer que dans le futur, les SIARN puissent être facilement administrés in vivo pour traiter des maladies respiratoires. Bien sûr, pour cette épidémie-ci, l'épidémie de Covid-19, les SIARN n'auront été d'aucune utilité. En revanche, il est sans doute souhaitable de continuer à travailler sur ce sujet pour être prêt contre d'éventuelles futures pandémies virales. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pourrez retrouver cette vidéo ainsi que toutes nos autres vidéos sur le site web de notre équipe, sur le site de l'Institut de génétique humaine de Montpellier. Vous pourrez également toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous aurez également la possibilité de vous abonner si vous souhaitez être tenu informé de la publication de nos futures vidéos.